Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivement Doumanche. Alors je suis en compagnie, comme toujours, de l'indéboulonnable Victor. Comment tu vas? Sans moi, il y a 50% de Vivement Doumanche en moi. Mais du coup, genre, et même la meilleure part, tu vois. Toi genre, t'es Doumanche ou t'es Vivement? C'est ça le truc. Moi je pense que t'es Doumanche. Non, moi je pense que je suis Vivement parce que je suis vif. Parce que t'es vif? Ouais, Qu'est-ce que tu sous-entends dans ça? Ça l'attendait, bah. Quoi qu'il en soit. Bonne année. Bonne année, Ouais, tu vois que je suis vif, j'ai dit bonne année avant toi. C'est vrai. C'était évidemment l'objet de cette vidéo, vous souhaitez une bonne année et tout ce qui va avec, mais aussi et surtout, comme le veut maintenant la tradition, faire le bilan de cette année 2025, le bilan essentiellement musical, et surtout faire le bilan musical une fois que l'année est terminée. Parce qu'on vous voit les The Doomdad et consorts, ils sortent des tops un 12 décembre. Ça commence le 11 novembre et tout, tu vois, genre tu sais, on n'a pas encore pleuré nos poilus, et qui commencent à dire ouais, vous avez écouté le Blutosnor ou quoi? Bah non. Ah non, on l'a pas écouté parce il est pas sorti, bâtard. On attend la fin de l'année, donc bien nous sûr. on attend le bon moment pour le faire, donc c'est objectivement la seule vidéo que vous devez regarder au niveau des bilans. Ouais, tout à fait. J'espère que vous avez été gâtés pour Noël aussi, on a oublié de leur dire, tu vois, genre si vous fêtez Noël, que les cadeaux étaient à côté d'une crèche. Bref, et que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous vous remettez tranquillement de vos réveillons. Année gaze, année nulle à chier. Bon, c'est ce que j'allais... Genre vraiment année pourrie, genre tout le monde est en mode ouais, encore une année riche en trucs, je vais vous faire mon top 75 EP. Bah non, quand t'es journaliste musical, forcément, tu vois, genre t'écoutes 200 albums par an, donc il y a tout le temps des trucs qui marchent, mais globalement, on a eu une année 2024 exceptionnelle, vraiment trop bien. Ouais, c'est vrai. 2025, forcément, quand on écoute plus de 50 albums, et surtout qu'il y a toute une logique de prescription, c'est-à-dire qu'on écoute que des albums qui sont recommandés par d'autres, nanana, c'est facile d'écouter de la bonne musique. Mais globalement, c'était une année qui était moins bonne. C'était une année horrible en termes de mort. Ouais, déjà, gros, t'arrives, cueilli un 16 janvier, t'as David Lynch qui te canne dans les doigts, genre frère, arrête, tu vois. Après, il y a des artistes un peu plus mineurs qui sont morts, genre Ozzy Osbourne. Genre, va te faire enculer, oui. Ozzy, un enfer. Ace Frehley, bon, il était pas au problème de son truc, mais chiant quand même. Non, mais t'as Thomas Lindbergh, Glad the Gates. Aussi, ça. La pire mort de toute l'année. Sam Rivers de Limp Bizkit. On touche à Limp Bizkit. Ouais, on touche à Limp Bizkit. Après, gros, ils l'ont remplacé en tout moi le mec. Ouais, non, mais le bon. gars. Non, et surtout Brent Hinds en termes de storytelling, le mec il s'est viré de Mastodon, il commence à mal parler, tu sens qu'il a le seum, il se fait faucher à la Coluche, comme on dit, dans un accident de voiture. Bon, tu vois, genre ça. Ouais, ça casse un peu les couilles, quoi. Je serais pas si je serais aussi violent que toi sur l'année 2024 que 2025, pardon, mais c'est vrai que par rapport à 2024, j'ai l'impression qu'on est sur une année où il y a beaucoup de bons albums qui sont sortis, donc c'est assez homogène, mais les pics sont moins hauts. D'une part, et comme j'ai dit, je trouve que il y a des bons albums tout le temps, gros. Il y a des bons albums, mais il y a quand même, je trouve qu'il y a des genres qui ont été très bien représentés cette année. J'en parle notamment dans ma vidéo sur le death metal mélodique. Je trouve que le death technique, par exemple, a été extra fort cette année. Mais il y a d'autres domaines où, on en parlera, notamment le heavy, etc. Il y a des années plus faibles et d'une manière générale, la masse critique était un peu en deçà. Ouais, c'est vrai. C'est clairement ce qu'on peut retenir de 2025. Et on peut aussi retenir des grosses déceptions sur des albums attendus. C'est ça, c'est surtout ça. En fait, si moi j'ai moins aimé 2025 que 2024, c'est que la plupart des choses que j'attendais ont pas été à la hauteur de mes attentes. Pas forcément des mauvais albums. Le Hangsmanshare, on peut déjà parler de quelques albums qui seront du coup pas dans le top. Le Hangsmanshare, c'est un bon album, mais c'est pas mon Hangsmanshare. Le Turnstile est franchement pas mauvais, mais passer après Glowworm, de toute façon, c'est impossible. Ça te fait mal de critiquer le Turnstile. Ouais, bien sûr. Dans la même veine, le Deftones, il est franchement très ok. Juste à côté. Mais c'est toi qui me l'as offert d'ailleurs, merci encore. Il est très bien, mais il est quand même un poil moins bien que le Prime Deftones moderne. Et t'as des trucs particulièrement nuls à chier comme le Helicopters par exemple, tu vois. Ouais, et moi de mon côté, il y a eu le Machine Head. Ouais. Alors c'est pareil, le Machine Head d'aujourd'hui, t'en attends pas forcément ce que t'en attendais en 2011. Ouais, mais il y avait des bonnes choses quand même. Mais il y avait quand même quelques bons trucs. Là, vraiment, le Unattempt, pour moi, c'est quasi un accident industriel. Celui avec les hauts barrés, c'est lui là? Non, il y en a déjà eu un avant qui avait des hauts barrés. Et lui, il était bien, non? Il y avait quelques bons titres. Il était ultra hétérogène, quelques bons titres, il y avait des trucs chiants, mais là, vraiment, c'est Unattempt, c'est chaud de chez chaud. Ouais. Pour moi, c'est une des pires catastrophes. En fait, en rapport taille du groupe sur qualité de l'album, c'est un des pires ratios que j'ai vu ces dernières années. Vraiment, je trouve. J'ai aussi le Warmen, qui s'appelle Band of Brothers. Alors, ça n'a jamais été un très grand groupe, mais je pensais qu'il ferait un peu plus. Le line-up est devenu cool, avec un espèce de gros band qui contient beaucoup de mecs de la scène death metal mélodique finlandaise, un peu à la Children. T'as l'ancien mec, t'as le chanteur d'Ensiferum et tout. Je me disais, ça pouvait être fun. Ah, ils ont fait un truc un peu relou, donc pas terrible. Et surtout, moi, la vraie déception cette année, c'est le Spirit World. Ouais, ultra quelconque. Death Western était trop bien, et le Eldorado, t'as 2 bons titres. Et tout le reste, c'est des fillers et des trucs garbage bons à la poubelle. J'ai dû l'écouter 4 fois, j'en ai pas retiré grand chose malheureusement, donc ça c'est une grosse déception pour moi. Parce que j'attendais un peu un groupe qui est sur une pente ascendante et je me disais ils vont confirmer.
Bon, dommage, mais malgré tout ça, on peut le dire, on a quand même dressé un portrait pas ouf pour commencer la vidéo. On leur a dit globalement c'était une année à chier, non, il y a quand même eu des trucs plutôt bien. L'un n'empêche pas l'autre. Et donc on va vous un peu voir toutes les belles satisfactions de cette année dans cette vidéo. Ouais, voilà, on a quand même écouté pas mal de trucs, et dans ce qu'on a écouté, on a retenu quand même quelques albums bien satisfaisants. On a bien aimé le format de l'année dernière, et j'espère que vous aussi, parce que ça va être la même chose. On va reprendre en fait thème par thème, et décortiquer. Ce qui est cool, c'est que, comme vous le savez, Michael et moi, on n'a pas vraiment les mêmes goûts musicaux, ce qui fait que ça permettra d'avoir quelque chose d'un peu vaste, ouais. un peu complet. On va faire une playlist Spotify pour les mecs de droite, une playlist Deezer pour les Arnaud Montebourg de service, là, les adeptes du Made in France, et pour les chiens de la casse, il y aura une playlist YouTube. Donc en plus, vous pourrez découvrir avec nous. On est comme d'habitude assez pédagogue, et j'espère qu'on sera récompensé pour ça. Dans un monde sans repère, on a quand même besoin d'avoir nos habitudes, et c'est pour ça qu'on va faire encore une fois comme l'année dernière. On va commencer par le heavy, parce que c'est en plus le père de tous les autres genres. Année catastrophique en heavy, année nulle. Mais je vous promets, j'arrête de rager après. Mais ouais, année particulièrement ratée. On va un peu la compacter avec le trash, ouais. Parce que dans le trash, il s'est passé quand même des trucs un peu plus intéressants qu'en heavy. Quand tu commences à devoir ajouter le trash au heavy pour trouver le meilleur album de l'année, c'est quand même que c'est compliqué. Mais je suis d'accord avec toi, je trouve que c'est une année en heavy qui était plus faible. Ça veut pas dire qu'il y avait aucune sortie, mais on l'a bien vu. Pour ceux qui sont vraiment fans du genre, on a une rubrique trimestrielle sur le site d'Hands Up qui s'appelle Chasse le Dragon. C'est heavy, power et un peu trash. Heavy Doom, jusqu'au Heavy Doom, ouais, exactement. Et cette année, je sais qu'il y a des trimestres où ils ont dû gratter dans du très UG et des trucs qui étaient au final pas exceptionnels, parce que simplement c'était pas une année incroyable en matière de heavy. Ouais, clairement. Il y a pour moi un seul album qui s'est un peu ressorti, qui a vraiment ressorti, qui a surnagé, qui a sorti du lot, et je vais arrêter de faire des synonymes. C'est le Tower, Let There Be Dark, qui est dans un genre un peu qui a le vent en poupe ces dernières années de heavy, avec un petit quelque chose qui vient de la musique gothique, et notamment la voix. Un peu, soit tu dis patate chaude dans la bouche, soit tu dis sépulcrale. C'est comme tu. J'allais dire patate chaude, mais. c'est comme tu préfères. Mais ouais, un peu. Ouais, petit côté un peu gothique à la Into Others, In Solitude et tout. C'est hyper bien écrit. Gros bangers. Et c'est vraiment peut-être même le seul truc que j'ai retenu cette année. En trash, par contre. Il y a quand même deux piliers de la scène. Il y a deux piliers qui ont tenu le rang, et je te laisse en. Moi, il n'y en a qu'un des deux. Hein. Je pense que tu parleras un peu plus du Coroner ensuite, parce que moi, j'en ai pas eu grand chose à foutre. Enfin, pas parce qu'il est mauvais, loin de là, mais parce que. Parce que c'est moins ton truc, quoi. Ouais, j'ai pas roulé par terre en l'écoutant. Par contre, j'ai trouvé le Testament hyper cool. Le Parabellum, j'ai trouvé vraiment bien. C'est assez amusant parce que ça fait partie de ces groupes dont j'attends pas forcément grand chose quand ils sortent un nouvel album. Tu vas dire oui, bon ça va être du Testament, on va être encore dans un truc machin. Et pourtant ils arrivent quand même à me surprendre. Cet album, je l'ai pas mal poncé. J'ai trouvé qu'ils avaient retrouvé une certaine dynamique sans un peu en modernisant légèrement leur son, en apportant des éléments complémentaires, mais sans trahir ce qu'ils sont et les compositions qu'ils font habituellement. Je trouvais que c'est un très bon équilibre, et pour moi c'était un très très bon album de trash cette année. Ouais, moi aussi je l'ai apprécié, tu vois, alors que c'est moi mon truc. Testament, ils ont un peu comme Creator, ils ont une nouvelle esthétique depuis un peu Dark Roots of the Earth. En fait, c'est un groupe américain. C'est un groupe qui a un gros son. On peut pas mieux le définir. C'est ça, qui est hyper virtuose, qui en met vraiment plein la vue, qui ont vraiment cette espèce de volonté de proposer un truc impressionnant. Même la pochette, elle est over the top aussi, tu vois. Ouais. Et je trouve que ça marche. On m'a aussi, avant de passer au Coroner, dans la vieille garde, il y a le Sodom qui a sorti The Arsonist, je crois. Ok, genre comme d'hab, l'espèce de truc, j'essaie de revenir au métal extrême, mais j'ai quand même une grosse prod. Moi, ça m'a pas touché. L'album est pas nul non plus, tu vois. Mais non, c'est un bon album, mais j'ai écouté sans m'arrêter plus que ça dessus. Et effectivement, bon bah voilà, il y a Dissonant Theory de Coroner, qui a fait beaucoup de bruit parce que Coroner avait pas sorti d'album depuis 30 ans, que le truc avait été sans cesse repoussé et tout. Et alors, moi je trouve que c'est un album qui tient son rang. Il est vraiment très très cool, ouais. Il riff de partout, la prod hyper massive va bien à Coroner parce que c'est la première fois qu'ils ont une prod aussi grosse. Après,
il y a tout un discours, et c'est encore de la faute de The Doom Dad, on t'embrasse mon ref, t'as tout un discours de type, bon bah voilà, en fait chaque truc a été mis au même truc, c'est de l'horlogerie suisse, et même l'ordre des morceaux, on n'aurait pas pu faire plus parfait. Moi je trouve que c'est un excellent album de thrash, c'est un album qui coche toutes les cases que devrait cocher un album de Coroner, et en fait rien que pour ça, quand tu connais la qualité d'un album de Coroner, c'est trop bien, mais ouais, c'est juste un album de ouf. Mais c'est pas non plus l'album de la décennie, l'album de ces 15 dernières années. Et je trouve que c'est... Et même l'album de l'année, ça se discute. Voilà, genre. Si t'es fan de Coroner, ouais, Non, tu vois, genre, tu sais, genre, il tient son... C'est un album qui tient son rang. C'est une excellente porte d'entrée pour Coroner, si vous connaissez pas. Si vous aimez bien, c'est difficile de pas kiffer. Ça, c'est certain. Mais c'est pas non plus... Enfin, ok. Ouais, ça m'a pas ébloui. Ça m'a clairement pas ébloui. Bah après, c'est pas ton truc non plus, Coroner, tu vois. Non. Mais je pense que c'est aussi moins notre truc que ceux qui étaient en extase totale devant. Mais c'est pour ça qu'il fallait le mentionner, parce que même si ça n'a pas été notre cam, objectivement, il mérite sa place, il mérite d'être cité dans une part. On passe au Doom Metal maintenant. Alors c'est clairement ta cam, donc je vais te laisser parler, ça va être ton one man show pendant 6 minutes, là t'es prêt? Année nulle aussi. Non, en fait, dans le Doom, il y a juste quelque chose, c'est qu'il y a le Mesa qui est sorti, The Spin, qui pour moi peut être un peu mis en relation avec le Blood Incantation de l'année dernière. C'est qu'ils ont pris des éléments qui étaient un peu en gestation lors des précédents albums, ils ont poussé le concept encore plus loin. Ça a impressionné plein de gens qui ont trouvé que c'était l'album de l'année. C'est l'album qui est le plus aimé par la rédac Down Up, par exemple, parce qu'il est aussi un peu... il est quand même plutôt transversal. Moi, je trouve que c'est un bon album. C'est dur de pas en parler. J'ai jamais été non plus en pamoison devant Mesa. Donc j'ai kiffé les voir au Roadburn. C'est un album qui est agréable, mais c'est l'album qui a le plus marqué le genre. C'est pas mon préféré, mais comme le Coroner, c'est pas possible de pas en parler. Ouais. Parce que il a quand même vraiment fait partie intégrante du paysage de l'année dernière. Moi, il y en a deux autres qui m'ont quand même beaucoup plus marqué. Le premier, c'est le Wake, qui est un groupe relapse de sludge un peu. C'est assez dur à décrire. T'as un côté hyper mélodique, quelque chose qui vient vraiment du métal extrême aussi, tu vois. Et ils ont sorti un album, ça faisait assez longtemps qu'ils n'avaient pas sorti de truc, qui s'appelle Return of the Magic, et qui est très très cool. C'est assez loin de Mastodon, parce que quand on dit sludge un peu limite un peu proggy, un peu mélodique, on peut très 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 vite penser à ça, mais c'est assez unique en fait. Je vous enjoins vraiment à découvrir. C'est R-W-A-K-E, et l'album s'écoute... Ça va être dans la playlist. C'est ça, s'écoute vraiment très très bien. J'ai adoré aussi la collab Bell Witch Aerial Win, qui s'appelle Stygian Brute Volume 2, me semble-t-il, qui, comme d'habitude, est une espèce d'album sur l'absence, avec des grandes phases, des nappes, beaucoup d'échos. L'absence de notes, tu vois. Ouais, bah, l'absence de tout, l'absence de dynamique. mais c'est en fait, c'est des albums qui sont, genre, que je trouve vraiment, tu sais, assez faciles dans les émotions que ça amène. C'est-à-dire que voilà, c'est un truc encore une fois, sur la perte, sur le deuil. Donc c'est très très centré sur l'écho, sur le jeu entre des grosses notes, des grosses nappes, des trucs qui arrivent un peu derrière et tout. Mais je trouve que c'est hyper touchant en fait. C'est assez téléphoné, dans le sens où tu sais ce que tu vas aller dans des trucs un peu funérales comme ça et tout, et en même temps tu le reçois, et l'ajout de Aerial Ruin rend le truc beaucoup moins écrasant par rapport à ce que propose Bell Witch de manière générale, et ça marche bien. Et dernier truc, en stoner doom un peu plus classique, moi j'ai bien aimé le Slowmatics, qui est un peu, ils avaient fait un split avec Conan et tout, on est dans un doom anglais un peu psychédélique, avec une voix un peu de, tu sais, genre une voix qui vient du fond des poumons comme ça et tout, que je trouve vraiment vraiment cool, des petits claviers. J'ai oublié comment il s'appelle, mais j'ai pas mal écouté Autoskull cette année, voilà. Des petits coups de cœur un peu en doom, c'est assez varié. Il y a des trucs de hipster, il y a du sludge un peu crasseux, il y a du stoner doom un peu plus classique, et du funéral. C'est une belle sélection que tu nous as faite là. Gros, je pense que t'as endormi 40% de notre... je suis pas qu'un physique, mon vieux. Alors moi ça va aller beaucoup plus vite pour le Doom, parce que c'est pas mon genre de prédilection, et que le seul album qui aurait pu potentiellement me plaire, c'était le Castle Rat. Ouais. Et nul. Alors j'irais pas il est horrible. J'irais pas jusqu'à dire qu'il est nul, mais clairement je l'ai trouvé 5 ou 6 tons en dessous du précédent, donc au final ça a pas été particulièrement ma cam. Non, moi j'ai deux groupes
Alors c'est du Doom, mais c'est quand même du Blackened Doom. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur un truc qui est presque plus du death, mais qui rejoint quand même cette idée. Il y a le Archaïque, groupe suisse. C'est fou la productivité qu'ont les groupes suisses quand même en métal par rapport au nombre d'habitants et au nombre de vaches. Bah frère, une fois que t'as fait des horloges, enfin il te reste un peu de temps libre, qu'est-ce que tu fais, tu vois? C'est ça, mais quand tu peux gagner autant de pognon dans ce pays, pourquoi tu vas faire du métal, je sais pas. Mais ils ont sorti un album qui s'appelle Huitis, alors je sais pas comment on prononce, mais en tout cas qui est vraiment bien. C'est en gros vous prenez des hommes des cavernes qui font du death doom au fond d'une cave, c'est exactement ça. Et qui mangent du chocolat du coup. Très probablement, donc c'est plutôt pas mal. Et vous avez aussi le Kriegsgrave qui s'appelle Stormcaller. Alors on est vraiment sur un Blackened Doom beaucoup plus moderne et produit. Va pas l'écouter. Ça va te trigger. Je veux t'aider, mais je vais quand même la faire. Mais c'est vraiment sympa. Pour moi c'est un peu du Doom très moderne qui lorgne un peu vers le death, donc beaucoup plus rapide, mais qui garde juste des riffs extrêmement lourds et des breaks avec un son massif qui rapproche du Doom, mais ça reste quand même quelque chose de beaucoup plus moderne et produit qui risque d'un peu moins de plaire. Mais voilà un peu mes 2 recommandations d'écoute en matière de Doom cette année. Bon, c'est l'heure de passer à un gros plat de résistance, le death metal. Alors autant le dire tout de suite, on sait que l'année 2024 en matière de death, elle était monstrueuse. C'était une des meilleures, je pense, depuis le début de l'histoire du death metal. Alors je sais pas si j'irai jusque là, mais il y avait quand même l'AOT, Blood Incantation, il y avait le Ulcerate, Vitriol, Tomb Mold. Le Gatecreeper, Cattle Decapitation, Decide, etc. Enfin bref, on pourrait en faire une liste longue comme le bras. Moi j'ai trouvé que 2025 était quand même hyper riche, mais peut-être dans des genres plus underground ou dans des genres parallèles. Et je parlais du death metal technique. Moi la sélection que je vais vous donner, elle est quasi exclusivement en death technique que j'ai trouvé ultra riche. Pour le reste, on doit avouer quand même que c'était un peu en deçà. C'est en deçà, mais encore une fois, parce que la qualité l'an dernier était folle. C'était stratosphérique. Moi, il y a vraiment un album qui a surnagé. Mais j'en ai beaucoup à rattraper. Par exemple, j'ai pas écouté encore le Sanguisiga Bog parce que je suis une merde. J'ai écouté le Vacuous. Déjà ton QI est à 81. Si t'écoutes Sanguisiga Bog, tu vas passer à 62. Peut-être que je vais attendre un peu. Je vais lire un livre avant quoi. Mais ouais, le Vacuous par exemple, dont pas mal de gens ont parlé. Je l'ai écouté hier. Et d'ailleurs c'est trop bien, déjà on va en placer une pour ça, cette espèce de Death Doom un peu rampant, un peu cool. Je crois qu'il y a un Peacegrave que j'ai pas écouté non plus, mais bref, en tout cas pour moi mon album de Death de l'année c'est Unchained Death, Ego Dissolution, qui est en gros, Michael a parlé tout à l'heure du Blood Incantation qui a fait beaucoup de bruit l'année dernière. Il a aussi eu son lot de haters qui pensaient que la proposition allait trop loin, que le groupe s'était un peu perdu en chemin, qui s'était un peu vendu quelque part. Le Unchained Death, on garde quand même ce côté un peu proggy, un peu caverneux et futuriste qu'on retrouvait dans Starspawn et dans An History of Human Race, mais sans aller aussi loin qu'Absolute Elsewhere. C'est pour ceux qui aiment bien Blood Incantation, qui aiment bien Tomb Mold, mais qui trouvent qu'ils ont un peu abusé ces dernières années. Et c'est un mec, moi je trouve que c'est un équipe qui est assez cool. Et Ego Dissolution, pour moi, met une vitesse à tout le reste de la concurrence cette année. Alors de mon côté, je vais pas vous citer des groupes de death metal mélodique parce que j'ai fait une vidéo dédiée que vous pouvez d'ailleurs aller voir sur YouTube. Exactement. Évidemment. Regardez là, c'est un chef-d'œuvre du 7ème art, bien sûr, Absolute Cinéma. Écoute, on défend le death metal mélodique jusqu'au bout, ok. Donc c'est important, mais j'ai quand même pas mal de groupes de death essentiellement techniques qui m'ont marqué cette année. Je pourrais citer déjà l'album de Revocation, qui est toujours du death technique, un peu trashisant par moment. Ou leur dernier album, je l'ai trouvé vraiment cool. Là où je trouvais que parfois dans les précédents opus, ils se perdaient un peu trop à vouloir faire des trucs un peu trop techniques ou autres. Là, ils ont un petit peu épuré, mais j'ai trouvé que c'était hyper bien. On peut citer des Australiens Depravity, Bestial Possession, pareil, compo moderne. T'aimeras pas du tout. C'est quand même du death assez technique, ça te chug dans tous les sens, c'est pas du tout ta cam, je pense. Mais va écouter par curiosité, je pense que tu pourrais aimer. Côté suédois, une de mes immenses branlées de l'année, bien massif, c'est l'album de Retromorphis. Là aussi, on est dans du death technique avec une prod très moderne. Donc, ça manie un peu le manche, mais c'est quand même plus bas du front que des Revocation et consorts où quand t'aimes pas le jeu de guitare technique, t'es perdu. Voilà, Retromorphis, c'est quand même un peu plus solide et puissant. Tu pourrais aimer ce type de death. Peut-être celui qui va être le plus cité par des vrais fans de pure death, c'est le Vile Apparition. Ouais, j'en ai entendu. C'est pareil, comme le Sanguisiga Bog, j'en ai entendu beaucoup parler, j'ai pas eu le temps. Tu sais, ça va faire partie des... en janvier, en général, tu te mets des albums que t'as oublié d'écouter par les tops et tout. Mec, janvier, j'ai passé mon janvier à écouter Contention par exemple, tu vois, de l'année dernière. Je vais écouter Vile Apparition, je pense. Tu risques, surtout que c'est amusant de voir encore un groupe australien dans les groupes que j'ai cités. Qu'est-ce qu'ils ont en Australie en ce moment à vouloir faire du death, alors qu'avant c'était la patrie du metalcore et du metal du truc moderne. Donc ça, extrêmement bien. Et peut-être un dernier mot, ce qui serait peut-être d'ailleurs mon album de l'année en death, parce que c'est peut-être le plus original et le plus fun. C'est l'album qui est juste ici, que vous voyez derrière,
qui est le Gold Star d'Imperial Triumphant. Moi je trouve que cet album il est chouette pour deux raisons. La première c'est que les fans d'Imperial Triumphant ont de quoi se mettre sous la dent, parce que c'est un album il leur plaira. Mais d'un côté c'est un album qui est peut-être un peu plus lisse, un poil moins expérimental. Alors allez l'écouter, ça reste quand même particulier d'accroche, mais je trouve qu'il se laisse quand même mieux écouter, au-delà de l'excellemment belle pochette, ce qui fait que c'est peut-être une porte d'entrée dans le monde d'Imperial Triumphant qui est plus aisé que les précédents opus où il fallait quand même rentrer dedans. Donc voilà, moi je trouve que c'est quand même une année assez riche, et j'en ai cité 4 parce que je pense que ça méritait 5 même, parce que je pense que ça méritait. Mais voilà, en gros, si vous aimez le truc bas du front, Vile Apparition, ça va vous plaire. Le death technique, Retromorphis, et un truc un peu plus prog et un peu plus what the fuck, Imperial Triumphant. Autant voilà, le death n'a pas tellement tenu sa parole par rapport à 2024. Autant mec, moi j'ai été très très surpris de l'année black metal, que j'ai trouvé exceptionnelle cette année. Vraiment, en plus c'est pas mon genre de prédilection, j'en écoute mais de manière très parcimonieuse, et cette année j'ai eu d'excellentes recommandations. Ce que j'ai écouté, ça m'a vraiment plu, et vraiment on fait face à une très belle année black. Ouais, je suis d'accord. Alors, je vais pas forcément aller en détail sur les 3 albums Black Mellow que j'ai déjà cités dans ma vidéo bilan. Allez la voir. On vous l'a déjà dit ou pas? Il faut aller la voir. Donc il y a évidemment le Black Braid 3 de Black Braid. Alors je sais que toi ça a été moyennement ta cam. Moi j'ai trouvé ça guess. J'ai écouté pour la première fois hier, mais voilà, enfin. En fait, c'est un mauvais album de Wayfarer, tu vois. C'est là où tu te rends compte que les Cowboys ils ont gagné sur les Indiens. C'est que quand t'écoutes les deux, et ben il y en a un qui est meilleur que l'autre, tu vois. Genre, il y en a un qui a le strass et t'as l'autre qui a des flingues, tu vois. Non, moi pour le coup, je suis pas du tout d'accord. Je vois pourquoi tu fais le lien entre les deux, mais pour moi, musicalement, ils ont vraiment rien à voir. Là où le Wayfarer est très post-black, l'autre c'est du black metal mélo. C'est du black, avec en plus t'as des rip-off de Bathory, enfin t'as un truc, il est très long. Et les titres sont ridicules, genre Like the Wind, machin, enfin... Gros, c'est le thème. Non, je pense que d'accord. Ton problème, c'est ton ADHD qui fait que tu peux pas être concentré plus de 22 secondes. Ouais. Ce qui m'étonne d'ailleurs, pourquoi t'écoutes du doom et tout, parce que du coup, je peux faire autre chose en même temps. Ta concentration change. C'est la seule musique où je peux faire un autre truc en même temps. C'est bien ça. Mais non, le Black Braid, moi, je l'ai trouvé très cool. Il y a peut-être un de mes... J'en parlerai un peu après, mais ce qui aurait pu être un de mes albums de l'année, c'est La Grande Hérésie de Zeicridius. Ouais. Je sais pas comment on prononce, peu importe. Qui est un espèce de mindfuck, de mélange de black metal mélodique, de heavy, ça part dans tous les sens. Pour moi, c'est un des albums de l'année de ses richesses, et clairement, il rentre dans le cadre black metal. Je l'ai pas écouté, mais il me fait envie aussi. Ça va faire partie des rattrapages. Il est vraiment très bien, et t'as le One of Nine aussi. Ouais. Le One of Nine, on se rejoint là-dessus. Album très très Summoning Worship, déjà le Dawn of the Iron Shadow, le nom. C'est ça, même le One of Nine, c'est un des 9, tu vois, genre c'est donc pareil, centré sur le Seigneur des Anneaux, à clavier, extrêmement mélodique. En fait, on est vraiment sur un pur Summoning Worship, mais peut-être le meilleur de ces dernières années. Et ça m'a fait d'ailleurs donner envie de réécouter Summoning, qui est un groupe que j'apprécie sans plus, que je connais pas aussi bien que ce que je devrais. Donc rien que pour ça, c'est cool. En début d'année, moi j'ai 2 grosses sorties. Déjà le The Greater Ones, qui va vraiment dans un délire un peu post avec Kadat. Faut pas faire fi de l'album Kadat d'ailleurs, tu vois. Et j'ai trouvé très très cool, beaucoup moins centré black que comment ça s'appelle, celui Tekelili, le plus connu. Mais leur nouvelle direction leur va très bien. Et le Avrukunu, qui s'appelle Tavasland, que j'ai grave envie d'appeler Tanaland, je vais l'appeler tout le temps Tanaland maintenant, qui est cette espèce de black épique mid-tempo, dans ce même délire. C'est pas exactement similaire à Macabroman, mais moi c'est un black que j'aime beaucoup, un black assez guerrier, assez exalté, et j'ai trouvé vraiment très très bien fait. Grosse prod, vas-y, grosse prod pour du black finlandais, mais voilà, ça fait partie de ce que j'ai préféré. Et en fin d'année, il y a 2 trucs qui m'ont vraiment marqué. C'est le Yellow Eyes qui vont passer au Roadburn, l'album s'appelle Confusion Gates, qui est sur une espèce de black atmo un peu... En fait, il y a un côté un peu des fois fanfare, dissonant. T'es pas proche d'Urfaust non plus, t'as ce côté un peu scène hollandaise, mais t'es sur une espèce d'atmo qui des fois a un côté un peu glauque, et en même temps est très, très nature, très grand espace et tout. Genre la pochette, c'est une espèce de grand ciel et tout. C'est assez déstabilisant. J'ai pas une immense culture black, donc je pourrais pas le rapprocher de projets underground et tout, mais je trouve que c'est un groupe qui est un peu à part, et surtout pour moi, mon album black de l'année, c'est le Blutos Nord, qui est revenu et qui a mis une pile à absolument tout le monde.
Butos Nord, c'est un projet qui est très prolifique, et je trouve que tout ne se vaut pas. Par exemple, les Memoria Vetusta, c'est des chefs-d'œuvre absolus. Moi, j'ai adoré Hallucinogène. Par contre, ces dernières années, les Disharmonium, qui sont justement beaucoup plus dissonants, beaucoup plus banco, j'ai trouvé ça beaucoup moins bien. Par contre, Ethereal Horizons, parce que c'est son nom, en fait, il est à la fois genre hyper exigeant et hyper facile d'accès. Il y a des plages genre de calme, de poste, qui sont incroyables. Il est dans beaucoup de top cette année, ouais. Les voix claires sont bien. Enfin, la pochette qui est une espèce de gros clin d'œil à Alien est fou. Tout est bien. Album, genre, s'il n'y avait pas l'album de l'année, ce serait pour moi, c'est le numéro 2, mais genre 2. Ah ok, je pensais pas que tu le mettrais aussi haut. Très large. Il est dans beaucoup de tops cette année, hein, et ça me paraît pas illogique, ouais. Effectivement. Et surtout, c'est un album qui, je pense, en fait, quel que soit l'horizon duquel vous venez, vous pouvez vous y retrouver. Vraiment, il est... tu sais, ce serait con de dire qu'il est easy listening, parce que vas-y, on parle quand même de Butos Nord, tu vois, mais il est quand même facile d'accès, et il peut plaire à pas mal de gens. La preuve, en gros, tu l'aimes bien, je l'aime bien, on vient pas des mêmes milieux musicaux, et pourtant, on s'y retrouve. Ouais, et j'en ai un autre à citer d'ailleurs, ouais. en black metal, plutôt atmosphérique, c'est le Hildaruni qui s'appelle Divinum Sanguinem, si je dis pas de conneries. Moi enfin encore une fois, le black metal, quand il confine au post black, ça m'emmerde moi. Bien sûr. Et des fois quand c'est de l'atmo, il y a un peu ces côtés c'est qui tout double. Où t'as 40 minutes de nappe, et moi ça me rend absolument fou, mais celui-ci je le trouve assez chouette. Il est plus puissant, plus parfois éthéré par moments, plus complexe par d'autres, et surtout c'est assez chouette de voir un groupe qui vient d'Arménie. Moi j'aime bien voir des groupes de black metal où tu te dis qu'ils arrivent à choper une grande qualité et une grande originalité dans le son, tout en étant dans un pays où ça doit pas être simple d'évoluer dans ce genre-là. C'est clair. Donc j'ai envie de leur retirer mon chapeau aussi pour cette raison. Ouais. Bien sûr, ils ont rien, mais ils donnent tout, et on les remercie pour ça, quoi. Bravo Victor. On en vient maintenant à notre catégorie fourre-tout, on peut clairement le dire. C'est tous les genres modernes, les genres tous les trucs encore. Ouais, voilà, c'est ça. Les postes, tous les trucs où on sait pas trop les mettre dans des catégories, on s'est dit on va appeler ça métal moderne, et vu qu'on est fainéant, ça me paraît plutôt pas mal. Exactement. Tu veux commencer ? Ouais, si Parce que tu je pense que t'as un peu moins de trucs potentiels, un peu moins d'albums que moi. Ok, moi je vais plutôt me charger de la partie hardcore de ce truc-là. S'il n'y avait pas eu Butos Nord qui est numéro 2, moi j'ai passé mon année à écouter Speedway. Qui est ici, qui est un album de hardcore mélodique, un peu... Comment le décrire ? T'es pas trop loin de ce que faisait Turnstile pré-Glohan. C'est des Suédois, tout est hyper accrocheur, les refrains se chantent comme ça, c'est hyper positif. Pour moi c'est un des albums de l'année, il est hyper lumineux. Si je peux vous faire une découverte, parce que c'est pas un gros groupe non plus, ce serait bien celui-ci. Album de la bonne humeur, hyper estival, genre faites-vous plaisir et mettez-vous Life's Refrain de Speedway. Dans un truc un peu plus musclé, un peu plus sombre, le Gridiron, qui s'appelle Poetry from Pain, hardcore, beaucoup très rappé. Moi je suis pas très fan de Straight from the Pass. Gridiron font un peu la même chose, c'est-à-dire une espèce de hardcore de hooligan avec des vocaux beaucoup de flow, un truc très haché, très bagarreur et tout. Je trouve que ça marche de ouf. Il y a une ambiance qui est assez sombre, et un truc très street, comme beaucoup de trucs de hardcore. Et la bonne surprise, c'est le Drain, parce que Drain avait beaucoup fait parler d'eux avec California Cursed. Ils avaient fait ensuite des trucs beaucoup plus quelconques, et ils sont revenus là cette année avec Drain Is Your Friend, qui est beaucoup plus pareil, beaucoup plus positif, un petit requin sur la pochette, sur un transat. Truc très cool. Et c'est pareil, genre il était passé, j'avais pas écouté jusqu'à ces dernières semaines. J'ai foutu dans mon casque, et en fait j'ai réécouté 3 fois de suite en mode ok, il est trop cool, tu vois. Et pareil, genre album extrêmement facile d'accès, trop cool. Bah écoute, plutôt pas mal. De mon côté, je vais aller vers de la musique pseudo plus intelligente. Un mot sur le dernier Shadow of Intent, que j'ai trouvé très très bien dans la scène deathcore. C'est un peu une scène de deathcore surtout qui a des tendances un peu mélodiques ou sympho, où il y a eu d'un coup un surplus de groupes dans la lignée de Lorna Shore. Ouais. Il y a eu du très bon, Disembodied Tyrant, etc., et du très très mauvais. Et je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup qui, c'est pareil, quand t'as plein de groupes qui arrivent, tu passes dans, ça se décante petit à petit, et il reste pas grand chose à la fin. Et je trouve que Shadow of Intent tire vraiment son épingle du jeu. Cette année, même mieux que Lorna Shore, qui a sorti un dernier album qui est un peu plus passé inaperçu, bizarrement. Ouais. Comme la saison de Stranger Things, hein. Tout le monde s'en bat les couilles, tu vois, genre tu sais, c'est là, mais...
J'irai pas jusque là, mais voilà, le dernier album de Lorna Shore, il est quand même 2 tons en dessous du précédent, je trouve. Ok. Il est bien, mais voilà. Alors que Shadow of Intent, il continue une courbe ascendante et vraiment c'est un super bel album. Mais pour moi, l'album de l'année en métal moderne, c'est le dernier Vildhjarta. Ouais. Alors j'ai le nom qui est sur mon ordinateur juste ici, mais même écrit, je peux pas vous le dire tellement Ok. il est invitable. Mais en tout cas, c'est celui-ci. Déjà, la pochette est C'est ça. magnifique. Pour préserver les relations franco-suédoises, on va pas essayer de parler de. C'est l'album qui vient 2 albums après Masdon, parce qu'on s'est dit Masdon et c'est à peu près tout. Mais ouais, pochette de l'année ou pas très loin, elle est vraiment très belle. Hop, on va tenter de faire des acrobaties. Regardez, elle ressemble à ça. C'est les rois mages, c'est super. En quelle idée, voilà. Non, l'album est magnifique. Alors évidemment, faut aimer le gent. Faut aimer le gent particulièrement dissonant et complexe. Il n'y a aucune structure simple dedans. Mais en vrai, c'est un peu. Vous savez, il y a des membres en partage avec Humanities Last Breath. Et ce qui est assez amusant, c'est quand on regarde les deux, on a celui-ci qui est beaucoup plus construit, beaucoup plus violent. Là où Humanities Last Breath, ça va être la pente peut-être un peu plus sombre, mais surtout avec un son massif, ultra moderne. C'est plus majestueux et Ouais, plus moderne. c'est ça. Et donc là, ouais. et là, je trouve que vraiment ce Vildhjarta est exceptionnel dans un genre qui pourtant produit beaucoup d'albums, pas forcément de grande qualité. Eux, c'est la tête et les épaules au-dessus, c'est les maîtres du genre. Il y a juste zéro débat. Donc excellente sortie 2025. Ouais, j'en profite pour faire un petit. Et t'as réussi à le remettre en position sans le faire tomber. Je suis assez fier de toi. Je suis un petit. T'es le plus gauche des mecs de gauche. Eh Donc, ben, ouais, et je suis gaucher en plus, donc c'est. Je fais un petit encart sur Vildhjarta. Michael et moi, on n'a pas les mêmes goûts, comme vous le savez. Si vous regardez, soit vous êtes de ma team, soit vous êtes de la sienne, et si vous êtes de la sienne, il n'y a pas de souci. Si vous êtes de la mienne, par contre, Vildhjarta, c'est le seul groupe de gen que j'aime bien. Et c'est le cas de pas mal de mecs qui sont un peu plus dans le death, dans le black, dans le metal extrême, plus traditionnel. T'as un peu ce cheat meal Vildhjarta. ouais. Et du coup, si vous connaissez pas, c'est vraiment vraiment très très cool. Et si vous devez écouter qu'un seul album de gen de votre vie, ce serait Masdon. J'en profite par exemple, tu vois, genre un mec comme The Doom Dad qui est un peu hermétique à ses conneries, genre vieux si tu regardes, je sais, tu vois. Mais écoute, je pense que ça pourrait te plaire. Ça peut effectivement plaire à plus de monde que le gent habituel, qui est souvent vu comme une espèce de métal moderne. Désincarné et tout, tu vois, genre là t'as quand même déjà la prod est un peu épaisse, elle est un peu organique, et t'as moins ce côté froid que tu retrouves dans le métal moderne et dans le gent, quoi. C'est complètement vrai. Voilà, instant Arnaud Montebourg, loi spéciale, le métal français. Il s'agit de soutenir nos industries culturelles et créatives. Qu'est-ce que t'as aimé qui vient de nos terroirs cette année ? Eh ben, je vais pas faire une grande promotion du terroir français cette année encore, parce que j'écoute assez peu de métal français et... C'est ça ce genre de type internationaux là, ces espèces de salles mondialisées là. Alors, je fais ce que je peux déjà, mais tu sais que c'est pas faute d'essayer de trouver des groupes qui me plaisent. Je creuse quand même en permanence. Ouais, tu vas dans la France profonde et tout, tu bien fais sûr, bien sûr, avec la baguette sous le bras et le béret, et je me dis, qu'est-ce que vous avez à me proposer ? Non, il y a quand même eu des bons albums cette année, le Destinity en death mellow, qui pourrait être chouette pour ceux qui plaît, à qui ça peut plaire. Il y a le Huskam en black metal mélodique. Okay. Album ex c'est nihilo. les plaques du cuir chevelu, ça va. Tu me fatigues. Non, très bon album de black metal mélodique, même s'il y a des parties chantées en français, ce qui est pas du tout ma cam dans le black metal. Mais quoi qu'il en soit, c'est quand même un très bon album. Mais si je devais en retenir qu'un, j'irais du côté de. Tu vas faire une blague. Je sais que tu vas faire une blague. Non, je te jure, du death metal de d'Impuresa. Qui s'appelle Alcazares, qui est, je suis pas très fan de la culture musicale espagnole, il sentait que ça, c'est compliqué pour lui. Non, d'habitude c'est des influences qui m'intéressent pas trop, les éléments flamenco et tout, j'en ai un peu rien à foutre, mais je trouve que eux, ils arrivent pour un métal, on va dire ethnique, qui rend des éléments musicaux d'autres genres. Je trouve que c'est rarement très bien fait. Souvent ça fait un peu patchwork, eux ils arrivent à allier parfaitement les deux, c'est cohérent dans les compositions et ils ont encore sorti un album qui est très très bon, donc moi c'est mon moment cocorico. Je trouve ça bien aussi, il pourrait dire en vrai, effectivement le mélange est un peu audacieux, il marche bien, en fait, ouais. Pourquoi pas, j'ai pas écouté le dernier, ça fait longtemps que j'ai pas écouté Impureza, mais c'est un groupe que je kiffe bien. En death aussi, le Mortuaire, tout le monde en a fait un foin et en vrai moi je trouve que c'est mérité. Monde Vide, ça réinvente rien mais j'ai quand même une certaine tendresse pour ces espèces de d'albums en fait purement hommage, en mode en fait t'as juste envie de faire du Death HM2, tu le fais, il est hyper bien, le chant et moi j'aime beaucoup le chant parce que je trouve qu'il a un côté genre bien évidemment guttural et caverneux mais quand même relativement lisible qui te permet d'écouter les paroles. C'est pas du deathcore. C'est pas du deathcore, c'est pas Decide non plus, c'est pas en train de dégouliner de partout, tu vois, et non vraiment pur album. Dans un genre, en plus il n'y a pas eu tellement de death old school worship cette année. Moi il m'a fait mon année et genre j'ai kiffé et en vrai c'est quand même dur de pas parler de Landmarks cette année. Moi en fait de base j'aimais pas Landmarks,
je trouvais que c'était un... En fait, il y a le côté prouveur que j'aime pas chez Landmarks, genre en mode, vous voulez qu'on fasse du BMTH, on sait faire du BMTH, vous voulez qu'on fasse du rap, on sait faire du rap et tout, et il y a toujours ce côté un peu en mode, je trouve que c'est très démonstratif, C'est ce que j'allais dire, c'est très performatif, et ça manque des fois un peu d'émotion et tout, mais genre moi, The Darkest Place I've Ever Been, ça m'a vraiment impressionné, et genre je suis pas du tout client, mais j'ai passé un très très bon moment, et je suis pas le seul à ne pas être un, tu vois, genre un bandeur de Landmarks de base et à être un peu en mode, ok, tu vois, genre tu sais, c'est quand même bien, c'est très très bien fait, c'est un peu impressionnant, et en vrai, c'est un groupe qui commence vraiment à péter à l'international, et si, en fait, en France, on est représenté par Gojira et Landmarks, pour moi, c'est parfaitement ok, tu vois. En fait, c'est assez amusant de voir. Et vraiment, on met une pile à des groupes américains et à des groupes anglais qui sont un peu les maîtres de ce genre-là, de ces esthétiques et tout, et genre placer un truc de ce niveau-là en France, Arnaud Montebourg serait fier. Quand t'as une ascension verticale d'un groupe comme ça, souvent t'as beaucoup de critiques qui vont avec, et c'est assez amusant de voir qu'avec Landmarks, bah en fait ça fait taire un peu tout le monde. Genre il y a des gens qui vont dire bah j'aime pas le genre, j'aime pas, très bien, moi je suis pas très fan non plus, t'es pas fan, mais on peut quand même dire que a priori les albums ils sont bien aimés pour une bonne raison, c'est solide dans son genre, et on comprend pourquoi c'est aussi fort aussi vite. Bien sûr, puis ça répond à quand même des trucs, genre en fait moi il y a des trucs qui m'énervent quand même chez Landmarks, tu vois, genre je trouve que leur rap est horrible, mais ça répond, tu sais, ça répond vraiment à des types, tu sais, les métalleux qui écoutent Orelsan, j'écoute de tout, j'écoute Orelsan, Landmarks c'est calibré pour eux, tu vois, donc moi je trouve que ce qui leur arrive est ultra mérité, félicitations à eux, oui, c'est pas mon album de l'année, mais il est quand même très très cool. Bon, là on est à la catégorie maîtresse mondiale. Ouais, voilà, on l'a dit, le Landmarks c'est pas notre album of the year. Mais par contre, là on arrive à album of the year, donc évidemment l'album qui nous a le plus marqué, soit qu'on a trouvé le meilleur qualitativement, soit celui qu'on a le plus écouté, tout simplement. Ouais, tout à fait. Tu veux commencer, mon vieux ? Écoutez, ouais, régale-nous. Ok, hop, le Death Heaven, Lonely People with Power, genre, ouais, c'est pas ton truc, mais j'ai essayé, je suis allé les voir au Hellfest. Bah ouais, bon concert. Franchement, hein, j'ai trouvé ça relou, mais je t'écoute. Non, Infinite Granite ils ont essayé de faire un truc un peu dream pop, ça a pas marché. Et là, t'as Death Heaven qui revient, qui refait du métal et qui propose une espèce de synthèse de leur meilleur moment de carrière, tout en rajoutant quelques petits éléments qui enrichissent encore le propos. Ça va beaucoup moins loin que Ordinary Corrupt Human Love, mais moi je trouve que il y a tout un truc dans Death Heaven, genre justement dans ce que ça dit sur la mélancolie des mecs de 40 ans qui, en fait, bon bah voilà, tu sais, t'as un côté un peu pénal, genre en mode bon bah ok, maintenant on a réussi, on a tout, mais on se rend compte que c'est pas parce que on a réussi qu'on va spécialement mieux, et que en fait ça, tu sais, genre la réussite individuelle, ça t'extrait pas de la solitude et de la mélancolie du monde, et tu vois, c'est un discours qui est quand même relativement beau et touchant. L'album bute, il y a que des bangers dedans. Et je trouve vraiment incroyable. J'aime bien la pochette qui est un peu intrigante comme ça, tu vois, genre avec un petite meuf toute seule dans son bat derrière. Album incroyable. Pas comme le Blonding Rotation, il va pas au-delà de quelque chose, il marquera pas son époque. Il va pas marquer la décennie même. Quand t'es fan de Death Heaven et que que tu te prends ça dans la gueule, genre gros, t'es heureux. Ouais, je comprends. Ok, je respecte, je trouve ça claqué, mais je respecte pleinement. Alors de mon côté, j'ai beaucoup hésité entre plusieurs albums, La Grande Hérésie, donc de Zeikrideus que j'ai mentionné tout à l'heure. J'ai aussi hésité avec un album d'un groupe nord-américain dont les idées politiques me font que j'ai pas très envie de le citer, mais je l'ai quand même écouté, donc je l'ai quand même bien aimé. Faut aussi admettre ses torts parfois et faire mea culpa. Mais je suis allé avec le cœur, c'est-à-dire l'album que j'ai tout simplement le plus écouté. Donc arrivé un moment, on peut discuter de la qualité d'un album quand à la fin tu regardes ton rap Spotify et que tu regardes tous ces trucs là et que tu vois que c'est le groupe que t'as poncé depuis, tu te dis bah c'est peut-être tout simplement mon outil. Et c'est le Rivers of Nihil, donc du death metal progressif, avec un album homonyme du coup. La pochette beaucoup moins belle que le Death Heaven, je vais pas te mentir. Moi je la trouve bien, j'adore aussi. Elle est jolie, mais j'aime bien le côté graphique, j'aime bien non, cool. J'aime pas les groupes qui mettent le nom de leur groupe sur la pochette. Ok. Ça me saoule un peu. Je t'en veux dire, fais une belle pochette. S'ils avaient mis juste ça sur l'intégralité de l'album, j'aurais été plutôt content. Quoi qu'il en soit, j'ai trouvé que c'était un album d'une beauté particulière. Water and Time, c'est en tout état de cause mon titre de l'année. Je le trouve vraiment beau. C'est le meilleur son de batterie dans du death metal à tendance mélodique de cette année. Vraiment, je le trouve incroyable. Et surtout, ça fait partie de ces groupes de prog qui, d'une part, se perdent pas dans des compos trop complexes, où tu l'écoutes, t'es fatigué au bout de 4 titres parce que t'en as plein le cul, parce que c'est trop complexe. C'est très lisible, malgré tout, c'est quand même très riche. Et le deuxième point, c'est que je trouve qu'il y a une parfaite gestion des doubles voix.
En matière de prog, c'est habituel que tu aies une voix claire et un chant saturé. Parfois, l'un se fait au détriment de l'autre. C'est-à-dire que tu as un chanteur qui est très bon en growls et en voix claire, tu te dis j'ai des doutes en live et ça passe mal. Là, je trouve que c'est ultra bien équilibré. C'est juste un album qui est magnifique. Un peu comme le Death Heaven, je sais pas si il finira dans mon top de la décennie. Parce qu'il y a de la grosse concurrence les années d'avant, mais sur cette année, je peux pas contredire, c'est cet album-là qui m'a le plus ému, que j'ai trouvé le plus exceptionnel dans un genre qui produit quand même pas mal de trucs, et parfois un peu génériques. Donc bravo les mecs, vraiment Rivers of Nihil, très très bon cru. Pareil, je l'ai pas écouté, mais je sais que ça passe au Hellfest, que tu vas t'y précipiter, donc je vais rattraper d'ici là. Mais ouais, moi j'aime bien la pochette, et ce que tu me dis, ça m'a pas l'air... Enfin, il y a un monde où ça me plaît, tu vois. Donc je vais le tenter. Je pense que la prod sera un peu trop moderne pour toi parce que malgré tout, tous les groupes de death prog, ils ont quand même cette tendance à avoir un son assez massif et du coup avoir une prod que certains vont pouvoir trouver un peu synthétique. Mais moi je trouve qu'il y a quand même un bon équilibre qui a été trouvé pour pas non plus que ce soit un espèce de son deathcore carton sur lequel on rajoute des voix claires. Ce qui fait partout, mais voilà, il y a du saxophone aussi dedans, et putain, moi ça marche trop le saxophone. Comme tous les gens qui ont trop écouté de musique des années 80 où ils foutaient du saxophone absolument partout, moi, tu mets un bout de saxo, je suis en train de danser direct, donc ça marche de fou. Donc ouais, moi mon AOT Rivers of Nihil cette année. L'adage populaire dit que l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne, et c'est pour ça que on a fait un truc, une petite catégorie hors métal. Mais histoire de quand même vous rassurer, moi les albums que je vais citer, je les ai divisés en 2 catégories, et il y a avant tout les albums métal compatibles, et je vais commencer, qui ont un lien quelconque avec le métal, ou qui sont en tout cas susceptibles de plaire à un public métal. Le premier, c'est le Dax Riggs, chanteur d'Acid Bath, qui a sorti un album qui s'appelle Seven Songs for Spiders. C'est quoi ça, Acid Bath déjà? Ça arrive après Acid Bath. Et ouais, donc album de folk dans la continuité de ce qu'il faisait en solo. Album trop bien, un peu court mais très cool. J'ai adoré le Cher, qui est j'ai oublié le nom et on va pas la refaire. Qui a un album qui est signé chez Frozen, un peu post-punk, un côté un peu Dépêche Mode, tu vois, genre assez froid, très très cool. Il a été présenté par Fange dans l'émission précédente, et c'est vraiment un pur album. Et je sais qu'il est un peu plus clivant, mais moi j'ai adoré le Slow Crush, qui dans un groupe belge, dans un registre de heavy shoegaze très proche de Nothing, des gros snaps, voix éthérée, voix féminine. Il y a tout un truc, genre Slow Crush, ils ont quand même quelques haters, tu vois, genre on leur reproche leur attitude, des fois des trucs un peu faciles, mais c'est un groupe que je suis un peu de loin, et j'ai vraiment aimé le dernier album qui s'appelle Thirst. Par contre, c'est absolument nul en live, et dernier album, et mon préféré en métal compatible, c'est Maruja. Pain to Power. Tu parlais tout à l'heure de ton amour du saxophone. Maruja, c'est soit ça passe ou ça casse, mais tu sais, t'aimes bien les trucs un peu fourre-tout et tout, et t'as ce côté un peu rock brutiste, un peu de sax, du spoken word, des influences un peu hardcore, c'est très dense. Spoken word, ok. Ça trigger, mais gros, il y a le saxophone qui te... Le problème, c'est que saxophone, spoken word, c'est clairement un... tu danses et tu t'arrêtes. En fait, c'est un 2-3 soleils, c'est tu commences à danser, il y a du spoken word, hop, tu frises. Et tu recommences avec je vois. Non, mais genre, c'est un album qui est hyper intelligent, qui est très dense, qui est très complexe, et genre, avant que t'aimes Imperial Triumphant, je t'aurais dit genre, n'y va jamais. Mais là... Ça, c'est une anomalie, je sais pas pourquoi j'aime. Et bah, il y a un monde où c'est une deuxième anomalie. Et en hors métal, un truc qui a rien à voir. Groupe de rap US, Clips, ou Clips, Let God Sort Them Out, espèce de truc avec du coup Pusha T et Malice, qu'on salue. Des feats de Tyler the Creator, de Pharrell Williams de partout, de Kendrick Lamar. Pur album de rap US, So Be It, mon tube de l'été. Et je vous enjoins vraiment à écouter. Alors de mon côté, l'an dernier j'avais dit Doeshi. Ouais, et elle a eu Grammy, incroyable. Genre comme quoi j'ai un côté vraiment prescripteur, mais au niveau mondial. C'est toi Fred the Sky. Moi j'ai adoré l'album de Kay Glock, donc c'est du Southern, du Memphis rap, je sais pas trop, mais un truc un peu du Deep South quand même, avec un album qui s'appelle Glockavelli, que j'ai adoré, qui reprend un peu la suite
d'ailleurs de Young Dolph qui devait être son cousin ou un truc comme ça, mais vraiment un groupe de type hip-hop avec des grosses basses. Moi j'aime bien quand même j'ai un peu honte, mais j'aime bien la drill et la trap. Donc j'aime bien toute cette scène autour d'Atlanta, etc. Quand c'est du hip-hop et du rap trop intelligent, je suis trop bête pour l'apprécier. Ouais, Oxmo Puccino, genre. Non, mais je suis trop con pour comprendre les paroles déjà, donc tout ça fonctionne pas. Key Glock, c'est un peu un petit équilibre entre les deux où je trouve que c'est des instrus très puissantes, mais quand même des paroles qui ont du sens. Moi, c'est un album que j'ai bien aimé en rap. Et le deuxième que je vais citer, rien à voir, on est sur de la musique électronique, ça vient d'un type en Russie qui sort des albums avec des sons. C'est très urbain et en même temps c'est très cyberpunk. Ça aurait pu être la BO du jeu vidéo. Il avait sorti un album qui s'appelle Universe of the Past, si je dis pas de conneries, en 2019. Qui était une de mes bandes son à l'époque, vraiment au boulot, j'écoutais ça toute la journée en bossant, et il a sorti un nouvel EP qui s'appelle Mercury, qui est exactement dans la même veine. Moi j'adore ces sons là, allez écouter par curiosité. Je crois que ça porte un nom, je crois que c'est de la funk, PHONK, un truc un peu particulier, c'est très urbain, des grosses basses saturées, des espèces de rythmes un peu lancinants, ça marche de fou sur moi et c'est clairement un album que j'adore. Maintenant qu'on a mentionné l'album hors métal, on peut un peu parler de la découverte. Alors sachant que découverte, c'est pas forcément une découverte d'un groupe de 2025, c'est parfois simplement avoir digué un groupe d'il y a 5, 10, 15, 20 ans qu'on n'avait jamais pris le temps d'écouter ou de découvrir en profondeur et qu'on redécouvre cette année en fait. Tu commences ? Ouais, je peux citer. Alors moi c'est Slomosa. Incroyable découverte. Ouais, mais en fait c'est juste que quel plaisir. C'est un groupe dans un genre qui m'intéresse pas particulièrement, et en fait quand je les ai vus au Hellfest, j'ai passé un si bon moment. Ouais, t'as branlé comme tout le monde. Là c'était. Je me suis dit, donc j'ai mangé un peu je me suis remangé la discographie bien plus en détail que ce que j'avais fait avant, où j'avais un peu juste pris quelques titres comme ça. Et ça me donne un peu cet effet. On va faire une comparaison fromagère parce que c'est les vacances. En gros, je trouve que c'est pas des groupes genre un bleu ultra puissant, tu vois. C'est pas un fromage. C'est pas un truc exceptionnel dont tu vas te rappeler pendant 15 ans. Mais c'est un peu comme du Madame Loïc à Finzerbe. C'est-à-dire que c'est pas le meilleur produit du monde. Par contre, dès que t'en vois, t'as envie de le prendre et de le manger sur une super baguette. Et ça se mange sans fin, tu vois. Pour moi, Slomosa, c'est comme Green Lung, ces groupes-là, c'est pareil. Je trouve qu'en live, c'est super cool. Comme Baroness aussi, d'ailleurs, ça fait partie de ces trucs où je trouve pas que c'est des albums où je me dis c'est des albums qui vont rester pour la postérité. Je trouve pas ça exceptionnel, mais je trouve ça extrêmement solide. Et surtout, en live, c'est imparable. Je trouve que c'est trop fort. Ça me donne envie de danser et de manger du Madame Loïc. J'ai jamais. Qu'est-ce que je branle ici en fait ? Qu'est-ce que je fais sur cette putain de chaise ? J'ai envie de déplacer mon enveloppe charnelle. On arrête vivant tout le monde. J'ai arrêté de comparaison fromagère. Bah ouais. Non, mais... Désolé quoi, c'est pas du picodon, tu vois. Non mais gros, effectivement, genre il y a des gens qui sont morts pour la liberté d'expression et donc j'ai rien à dire. Donc t'as le droit de parler de. Écoutez, je suis un affineur métalleux. Laissez-moi comme ça. Ok. Les découvertes de l'année, moi, elles sont centrées sur la Nouvelle-Orléans. Je suis alors. Déjà, à la Nouvelle-Orléans, j'ai découvert deux trucs. J'ai, comme toi, découvert plus en profondeur ZZ Top. Parce que c'est trop bien. Parce que c'est trop bien. Parce que Yassef est fou de ça. Et qu'en plus, tu vois, genre aux US, tu roules beaucoup. Et que t'as besoin de musique pour rouler. Et en fait, ZZ Top, c'est trop bien. Et j'ai découvert The Meters, dont je parle dans le défi disquaire de la Nouvelle-Orléans. Parce que j'ai chopé un LP là-bas. Espèce de truc de funk des années 90 qui est trop cool. Vraiment, genre musique pure... qui met vraiment de bonne humeur, vraiment très très cool. Et plus tard dans l'année, aussi en lien avec la Nouvelle-Orléans, t'écoutes toi NBA Youngboy ? Ok, rappeur, rappeur de la Nouvelle-Orléans qui s'appelle NBA Youngboy. NBA pour Never Broke Again, donc il s'appelle Youngboy Never Broke Again, qui est un mec qui a un why not, tu vois, genre. Why not ? Et ouais, espèce de peura de l'époque 2015-2025, quoi, truc très moderne. Il y a un album que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup écouté ces derniers mois. Et, ça m'étonne ta passion pour la Nouvelle-Orléans, parce que je pense que t'es le type avec l'IMC le plus bas, qui est fan de la musique de quand j'y vais, gros, c'est sûr, tu vois, genre, j'ai baissé le poids moyen, après, quand tu vois les 36 tonnes qu'il y a là-bas, je vais pas baisser beaucoup non plus, tu vois, genre, mais ouais, non, c'était effectivement, genre, musique d'obèse, mais je commence. Ouais. Alors bon, comme vous le savez, sur Hands Up, on fait beaucoup de live report. Le live, c'est aussi peut-être la façon la plus agréable de découvrir certains albums aussi, de voir ce que ça donne. Donc on va faire un peu aussi notre top concert de l'année. On sépare peut-être salle festival parce que c'est des ambiances un peu différentes et ça clairement. se justifie. Tout à fait. En salle, qu'est-ce que t'as eu cette année, toi, qui En fest, peut-être plutôt. On commence par les festivals, c'est plus comme simple. tu veux. Ouais, vas-y. En fest, il y en a peut-être 4-5 qui m'ont marqué. Turnstile au Hellfest, vraie bonne surprise, pure ambiance,
tout le monde était là, c'était cool, genre il y avait C'était très festif, vraie bonne ambiance et tout, c'était cool. Turbo Negro au Hellfest, ça faisait super longtemps que je les ai vus, je devais les revoir en salle et ils ont annulé, ces bâtards. Slow Mossa, t'en as parlé tout à l'heure, c'était vraiment un très très bon moment. Le Madame Loïc. C'est ça, t'as parlé de Greenlang aussi, l'autre Madame Loïc du Motok qui était très très cool. Ouais, je retiens principalement ça. Judas Priest, c'était bien aussi, frère. On a passé un bon moment. Nasty. Ouais, alors Nasty, je le mettrais peut-être pas dans mon top, mais peut-être dans le moment où j'étais le plus bête de l'année. Ouais. Et Knock Loose, enfin le genre, moi j'allais le dire. Ce qu'on a vu au Hellfest. Pour moi, Knock Loose, j'ai trouvé que c'était un des concerts exceptionnels en festival. J'ai aussi adoré Vola au Hellfest, que j'ai trouvé vraiment bien. Et je dois quand même le dire, le Slipknot au Heavy Weekend. Ok, ouais, tu m'avais dit que c'était cool. Parce que déjà la setlist était chouette. C'était la première fois, non, c'était la deuxième fois où je les voyais avec Casagrande derrière les fûts, et j'ai trouvé ça vraiment bien. Et surtout, le Heavy Weekend fait que j'étais très proche de la scène. C'est ça. Là où je les aurais vus, alors à Bercy peut-être, mais si je les avais vus au Hellfest, j'aurais été à 150 mètres pour être correct. Et là, j'étais dans des conditions idéales, un son qui était très bon. Ouais, niveau festival, c'était exceptionnellement chouette. Ouais, clairement. En salle ? En salle, pour moi, je suis obligé de citer l'Iron Maiden. Ok. Franchement, on a fait les 2 dates ensemble à la Défense Arena, je cherchais le nom, à la Défense Arena, et le son était meilleur une soirée de l'autre, etc. Mais la setlist était exceptionnelle. Tout à fait. Visuellement, c'était top. Visuellement, t'avais le problème des images, mais le reste. En tout cas, la setlist est bien, le groupe est en forme. Si vous êtes au Hellfest, allez vous n'avez pas besoin de nous pour vous dire d'aller voir Iron Maiden, mais vu que c'est la même tournée, ça va être très très bon. Sinon, pour moi, en fait, j'ai eu beaucoup de bons concerts cette année. Genre Opeth, Dark Tranquillity, Shadow of Intent. Enfin, j'ai vraiment vu des bons concerts, mais si je dois vraiment retenir, pas forcément les groupes que je préfère d'ailleurs. Parce qu'il y en a que j'ai vu 12 fois, la 12e fois, bon voilà. Mais des groupes qui ont vraiment livré des prestations XXL où je me suis dit, ouais, là j'ai quand même visuellement pris une claque. Ou en tout cas, le truc, il y a eu Iron Maiden, et je suis obligé de citer Parkway Drive. Ok, ouais, j'ai vu pas mal de stories là-dessus et tout, sur leur anniversaire. Franchement, ça avait l'air très cool. Ils se sont donnés. La scène était exceptionnelle, une avancée de scène, des jeux de lumière où parfois ils isolaient la scène principale, du coup ils étaient 5 sur 15 mètres carrés, collés à la foule, et ensuite ils étaient dans le fond, la batterie qui tourne, enfin voilà, ils ont mis le paquet. Et c'est compliqué pour moi de dire que j'ai pas passé un moment incroyable, même si Parkway Drive, j'aime quasiment aucun album depuis 15 ans maintenant. Ok. Moi en salle, il y a plusieurs trucs à des tailles variables qui m'ont touché. J'étais content de voir Blood Incantation. C'était vraiment un très bon. Ouais, c'était un pur moment. Du Alipar incroyable. Genre vraiment pur concert à la Défense Arena aussi. Limp Bizkit, t'as oublié Limp Bizkit? Putain, j'ai oublié Limp Bizkit, autant pour moi, my bad, désolé. Là, je suis à 2 doigts de l'accident diplomatique. Loserville, pur concert aussi, mais bon, moi j'ai triché parce que je suis allé voir Acid Bass à la Nouvelle-Orléans. Et c'est difficile de trouver un meilleur concert que celui-ci parce que bon bah tu te déplaces, t'as tout le voyage avant, c'est un groupe que j'aurais jamais pensé voir. Oui, puis c'est ça, puis tu sais, genre tu te dis ok, genre ça va jamais arriver et tout, et il y a un moment où tu vois la batterie qui arrive, ils enlèvent tu sais le drap de la batterie et tu vois que c'est marqué Acid Bass sur le truc et tu te dis ok, ça va se passer. Et le concert a tenu toutes ses promesses. Donc, ça, je pense que c'est typiquement de toute façon le fait qu'il y a un voyage pour y aller, qu'il y a tout l'environnement. Moi, je sais que par exemple, en février, je vais aller voir la reformation temporaire. On sait pas si elle est temporaire de Children of Bodom. Ouais. Je sais très bien que je sais que voilà, je vais aller en Finlande, je vais revoir le line-up initial avec juste évidemment Exilayo qui est pas. Je sais très bien que c'est d'ores et déjà vraisemblablement mon concert de l'année 2026. Parce qu'il y a tout un truc parce qu'il y a le décorum, il y a tout autour. Bah, bien sûr, je comprends pour Acid Bass, ouais. Voilà, et sinon, qu'est-ce qu'on pourrait, genre Portal, c'était pas trop mal, genre ouais, plusieurs concerts après, les petits concerts t'en fais tellement que tu les oublies, mais Acid Bass c'est quand même Mais Acid Bass, je l'oublierai pas, je pense, de sitôt. Derrière les écrans et derrière nos statuts de youtubeurs et d'influenceurs, en fait, faut savoir quand même qu'il y a des cœurs qui battent, et on va vous faire quand même un petit top aussi émotion, pour vous montrer qu'on n'est pas qu'en fait des machines à emmagasiner de la musique et à produire du discours à travers, on est aussi des gens sensibles en fait. On est effectivement des gens très très sensibles. Alors moi ça va aller très vite parce que toi je sais que tu vas faire des tartines parce que je sais de quoi tu vas parler, donc je vais faire très bref. Moi l'instant émotion qui était pas forcément un instant émotion mais c'était plus un instant nostalgie. C'est une émotion comme une autre, la nostalgie. Genre je suis retourné en 2003, en 2005 en l'occurrence, quand j'étais au lycée, ça devait être en première en 2005 si je dis pas de conneries, la tournée Bullet for My Valentine Trivium mec, qui joue les albums donc Poison et j'ai oublié le nom de l'album de 2005 de Trivium, mais peu importe, c'est le trou c'est que j'ai trop mangé, j'ai pas assez dormi, c'est Noël hein, je suis trop fatigué pour me rappeler. En plus je peux pas t'aider. Je pense pas que tu puisses m'aider sur ce sujet-là. Bref, en tout cas, concert au Zénith, et du coup c'était vraiment l'instant émotion. C'était très drôle de voir
que des métalleux qui ont à peu près mon âge, Bah, bien sûr. dont certains avec des t-shirts de death, de trucs comme ça, où tu dis mais qu'est-ce que tu fous là? Et ils étaient tous en train de chanter à tue-tête les refrains qu'ils ont écoutés au collège et au lycée. Pourquoi? Parce que c'est la petite Madeleine de Proust, c'est les albums qui nous ont parfois, d'ailleurs qui nous ont fait découvrir le métal. Je vous invite d'ailleurs à aller à écouter la dernière vidéo de Vivement Doumanche sur ce sujet-là. Donc vu que c'était un truc, voilà, gros moment émotion pour moi. C'était le petit plaisir de jeunesse avec la tournée avec deux groupes que j'écoutais beaucoup à l'époque. Ouais. Ok. Pour moi, c'est pas un moment que j'ai vraiment vécu, mais genre, je pense que c'est difficile de parler d'autre chose que de Back to the Beginnings, où ça fait très longtemps qu'il n'y avait pas eu un truc de communion comme ça, où j'ai plein de potes qui étaient en streaming, tu vois, on s'est mis à 16h avec des bières chacun devant notre PC, on a payé le truc. Et genre gros, t'as les deux concerts finaux d'Ozzy en solo et de Black Sabbath. Et genre gros, j'étais en larmes, tu vois. Genre vraiment, tu regardes le truc, le concert d'Ozzy, t'as tout le monde qui lui mange dans la main, il est là sur son trône, il a les traits tirés, il donne tout ce qu'il peut. Et en vrai, c'est bien, le concert était trop cool, tu vois. Le concert de Black Sabbath, il est scandaleux, il y a 4 titres, ils sont horribles. Mais genre, tu sais, voir ça et te dire que, ok, voilà. Ouais. Tu l'as vu, c'est le dernier truc et tout. C'était genre, mec, c'était trop beau. Et même tout le truc qui t'y prépare, où tu vois tous les groupes qui enchaînent, qui rendent hommage au truc et tout. Et les hommages, même ceux qui n'étaient pas présents et tout. Enfin, c'est ça, et tout le storytelling derrière, genre 18 jours plus tard, je crois, un truc comme ça, il meurt. Et tu te remémores le truc de type, bah en fait, il a fait ça toute sa vie. Tu sais, t'as un côté un peu Rocky, tu vois. Genre, tu sais, il remonte une dernière fois sur le ring pour dire au revoir parce qu'il y avait eu le Covid et il s'est pété la gueule et il a pas pu refaire de concert et tout. Il refait son dernier truc et vas-y, il part un peu le. Tu sais, genre, mission accomplie, tu vois ce que je veux dire. C'est triste à dire. C'était un mois de juillet qui était quand même assez émotionnel. Et c'est triste à dire, mais presque son décès dans la foulée a presque rendu le moment encore plus incroyable, encore plus iconique, parce que c'est vraiment, on se dit, bah voilà, à 3 mois près, entre guillemets, parce que ça aurait pu être le cas, potentiellement, il aurait pas pu faire le concert d'adieu et ça aurait été un manque incroyable de dire on l'a pas revu une dernière fois sur scène. Donc c'est ça. Vraiment là, t'as vraiment ce côté, genre, partir par la grande porte, et ouais, c'était fou. Et ben on arrive à la conclusion de notre vidéo bilan de l'année 2025. Qui est déjà bien longue. Qui est déjà bien longue. On espère d'ailleurs que vous n'êtes pas endormis devant, même si c'est la période de digestion. Les gros repas, ça peut être pas mal. Vous mettez ça en fond, vous dormez un peu, vous le remettez après. Bon, c'était surtout un bilan musical, ce qui est pas trop étonnant puisqu'on est quand même une chaîne musicale. Mais peut-être un petit mot si tu as des recommandations sur des trucs extra musicaux qui t'ont plu en 2025. C'est ça, exactement. En fait, on a un peu hésité à faire ça, mais on s'était dit qu'au-delà de la musique, on mate des films, on joue à des jeux, on mate des séries, on bouquine. Donc on s'était dit qu'on allait vous faire un petit aparté de ce qu'on a bien aimé, en extra musical cette année. Pas nécessairement des trucs qui sont sortis en 2025. En l'occurrence, mais ouais. Mais juste des trucs qui nous ont plu. On peut commencer par des jeux vidéo. Ouais, vas-y, let's go. Split Fiction. Ouais, Split Fiction. Ultra bien. Ouais. Alors juste par contre, quand vous jouez à Split Fiction, jouez pas avec des gens comme Victor. Parce que ça peut quand même, voilà, votre capital santé peut quand même prendre assez cher rapidement. Mais... En fait, faut être patient. Il faut être patient, comme quand on joue à Towerfall Ascension, c'est compliqué. Donc moi Split Fiction, j'ai trouvé trop bien. Effectivement, le jeu intelligent, il est cool. En jeu vidéo, j'en donnerai 2 quand même, parce que j'ai joué quand même beaucoup à des vieux jeux cette année, mais 2 assez récents. Ghost of Yote, que j'ai beaucoup aimé. J'avais adoré Ghost of Tsushima, et bon, ça reste dans la même veine, ça révolutionne que dalle. Mais pareil, le jeu est tellement beau visuellement et c'est tellement une aventure. C'est pas un jeu où tu te dis j'y vais pour jouer 30 minutes. Tu sais qu'il faut te mettre dans l'ambiance et tu vas prendre du plaisir, et même si des mécaniques sont pas très complexes ni rien. Vraiment, j'adorais. Et full fan de la série des Anneaux. Anneau 117 qui est sorti, bah voilà, je passe encore des nuits à construire des villes. Bon, voilà. Ouais, gros jeu de stratégie bien. Ouais, moi tout ce qui est RTS et gestion, ça m'amuse. Donc, parce que je suis vieux, quoi. C'est l'équivalent du prog en jeu vidéo, je trouve. Ouais, un peu, les gens baissent pas et c'est compliqué, quoi. Mais non, c'est vrai. Très drôle. Et de quoi je pourrais parler? Ouais, en film, le film que j'ai préféré cette année, le film que j'ai préféré sorti cette année, c'est Sirat. C'est lié au métal d'ailleurs, parce qu'il y a un moment, il y a Sid King, film sur un père qui part dans le désert marocain, dans le monde des rêves partis, chercher sa fille disparue, et il y a tout un truc un peu de voyage initiatique, c'est assez cool. Mais mon film préféré que j'ai vu cette année, c'est un truc qui s'appelle Sujo River, qui est un film d'amour chinois, un truc un peu onirique. C'est assez difficile à décrire l'histoire. C'est en gros l'histoire de quelqu'un qui tombe amoureux d'une meuf qui qui est sirène dans un bar. Tu vois, elle est dans un aquarium, elle fait des espèces de shows et tout, et c'est hyper cool. Je vous en dis pas plus, mais c'est trop stylé. Le livre que j'ai préféré, c'est un truc qui s'appelle Personne ne gagne, d'un mec qui s'appelle Jack Black. C'est pas
C'est pas le gros de Tenacious D. C'est une autobiographie dans le genre un peu de Jean Genet. Un peu de grossophobie dans la vidéo, ça manquait. C'est que, gros, il est gros, il joue dans Tenacious D. C'est factuel, c'est factuel. C'est un mec qui est bibliothécaire et qui en fait raconte sa vie et qui était à l'ancienne briseur de coffres. Tu vois, genre en fait ça raconte l'histoire d'un bandit qui était vraiment à l'époque de Red Dead Redemption où la révolution industrielle commence à connecter les trucs mais pas encore totalement, et donc c'est vraiment le crépuscule de cette espèce de bandit de grand chemin qui va se faire une banque, qui monte dans un train de marchandises et qui va un peu après. C'est passionnant, c'est trop bien écrit, ça préfigure toute la littérature de la Beat Generation, c'est trop cool. Et une série peut-être, moi j'ai profité de cette année pour regarder White Lotus. Okay. J'avais pas encore regardé White Lotus. C'est très chouette la saison 3. C'est série de gauchistes, si vous avez envie de détester les riches, mais que vous aimez quand même bien les belles choses. C'est incroyable. C'est l'histoire de personnes qui sont en fait chaque fois une semaine dans un hôtel qui s'appelle le White Lotus. T'as 3 saisons qui racontent tout le temps la même chose. Ouais. Une semaine dans un hôtel un peu all-inclusive de luxe. À la fin, il y a une catastrophe, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui meurt, et c'est une espèce d'immense flashback qui te montre comment cette personne-là meurt. Tout le monde a des comportements absolument affligeants, genre. Et ils ont tous des défauts immenses, et chaque saison est propre. J'ai trouvé que la première était exceptionnelle, la 2 était très bonne, la 3 elle est un peu en dessous, mais en fait elle est différente, et moi je l'ai trouvée très bonne quand même. Ouais. Tout est bien, et vraiment ça se regarde, c'est 21 épisodes, du coup c'est 7 x 3, c'est basiquement en 24 heures, c'est binge watch très bien. Et en plus chaque saison est une saison individuelle, c'est sur HBO Max. Donc vous savez, c'est dur des fois de trouver du divertissement de qualité, des trucs qui sont vraiment où en fait vous posez votre cerveau, c'est chill, c'est cool, mais ça reste quand même genre visuellement c'est ultra quali, genre le jeu d'acteur est trop bien. Le casting dans chaque saison est exceptionnel, incroyable. Et vous retrouverez des acteurs familiers, que ce soit des gars des Sopranos, la mère de Stifler d'American Pie. Évidemment, non, c'est une série qui est exceptionnelle. Moi j'ai beaucoup regardé Severance cette année, je sais que la saison 2 a été plus critiquée que la 1. Moi je l'ai adoré aussi, même si le dernier épisode on pourra en discuter pendant des heures, comme chaque cliffhanger de chaque série globalement. Mais moi c'est une série que j'ai adoré. Voilà. On vous souhaite du coup encore une bonne récupération, en fait, une très belle année. C'est pas une bonne année, c'est une bonne récup là, à ce niveau-là. Chaque année, c'est des coups dans les cordes, tu vois. Exactement. Ouais. Et on pense se rejoindre, je sais pas, on se revoit quand ? On se revoit en février, on se revoit probablement en février pour le prochain Vivement Dimanche. En attendant, comme l'a dit Victor, bonne année, bonne santé, bonne tout ce que vous voulez. On vous remercie aussi pour votre fidélité sur nos vidéos. Tout à fait. Et n'hésitez pas d'ailleurs à commenter cette vidéo, à mettre les groupes que vous avez aimés cette année, vos déceptions, les concerts, enfin suivre toutes les catégories, donnez votre avis. Faites ce que vous voulez. Et en attendant, on vous dit à bientôt sur la chaîne Vivement Dimanche sur Hands Up. Salut à toutes et à tous.